Alors, l'histoire, elle a commencé en fait pendant la crise de 2008, lorsque j'ai découvert pour la première fois la finance comportementale et la possibilité d'utiliser la finance comportementale pour potentiellement conduire à la décision d'investissement d'une manière ou d'une autre. Les années ont passé, j'ai monté ma première boîte, ça n'a bien sûr pas marché, je suis ensuite arrivé en Suisse, j'ai travaillé pour plusieurs banques privées et j'ai découvert que le plus gros souci qu'on avait dans la banque privée, c'était la gestion de l'information, c'est-à-dire envoyer la bonne information au bon moment, au bon client. Alors ça peut paraître très simple, mais généralement l'information, elle est envoyée à la masse. Donc c'est un peu comme un prognostic, un peu comme une maladie qu'on a. On va prendre une décision par rapport à la moyenne. Mais dans une banque privée, bien évidemment, ce qu'on vend, c'est du sur-mesure. Donc comment arriver à ne plus vendre un produit moyen à des clients qui sont exigeants? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches, voir quelles étaient les différentes théories que l'on pouvait trouver. J'ai découvert ça de la mass customization de professeur Pines. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'appliquerait pas la mass customization à la finance? Donc la mass customization, c'est finalement être en mesure de produire en masse en faisant du sur-mesure. C'est un peu comme si vous allez chez Lugia et que vous ne demandez pas telle ou telle pizza, mais vous choisissez vos ingrédients les uns après les autres. Je pense que les serveurs n'en pourraient plus. Bon, mais alors là, justement, je me suis dit, comment on arrive à faire ça dans le monde de la banque privée? Il y a 3 facteurs. Il y a le facteur humain, il y a le facteur informatique et il y a le facteur réglementaire. Le facteur réglementaire ne fait qu'augmenter. Il est toujours plus cher, toujours plus compliqué. Le facteur informatique, il a énormément évolué. Équiper une salle de trading, équiper une banque, ça coûtait une fortune dans les années 90, dans les années 2000. Maintenant, équiper une salle de trading coûte beaucoup moins cher. Donc le coût informatique a baissé. Il restait donc le coût humain. Et pour moi, le coût humain ne pouvait se résoudre que par l'utilisation d'un logiciel qui permettait d'envoyer la bonne information au bon moment. Donc c'est comme ça que l'idée est arrivée. Après ces expériences finalement avec la crise financière, une expérience entrepreneuriale et puis la recherche d'efficacité dans le monde bancaire. Mais quand on vous entend parler, on se dit, mais dans une banque d'investissement, dans une banque de gestion privée, on est à l'écoute de ses clients et on est à l'écoute de ses besoins. Finalement, on fait du sur-mesure tout le temps. Est-ce que ce n'était pas le cas ? Malheureusement, non, on ne peut pas faire du sur-mesure tout le temps. Et d'ailleurs, on continue à voir de nombreuses banques qui augmentent le seuil d'acceptation pour les comptes. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant, une banque ouvrait des comptes, par exemple, à partir de 100 000 et maintenant, ils sont passés à 500 000. Et puis, ceux qui étaient à des comptes à partir d'1 million sont passés à 10 et ceux qui sont à 10 sont passés à 50. Donc, pourquoi ont-ils fait ça? Alors, malgré les nouvelles technologies, c'est finalement peut-être que la technologie n'était pas encore là ou pas encore tout à fait là. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin pour pouvoir servir de manière très précise, de manière très individualisée, chacun des clients. Donc non, ça n'existe pas encore. Enfin, en tout cas, on apporte nous la technologie pour y répondre, mais la customisation de masse n'est pas encore une chose qui est pratiquement... il n'est pas encore une chose que vous trouvez partout. C'est vrai que le terme customisation de masse, c'est un oxymore qui est assez sympa, et ça doit être un vrai casse-tête au quotidien, je pense. C'est un vrai casse-tête. C'est un vrai casse-tête, mais maintenant, on a le potentiel pour le faire. Le potentiel, bon, bien évidemment, c'est avec la solution qu'on apporte, mais c'est également avec l'apparition des nouvelles technologies telles que ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, dont on entend tous parler actuellement, qui va discounter, qui va faire baisser le coût de la prédiction. Parce que finalement, lorsque vous donnez une recommandation, que vous soyez un médecin, un avocat ou un banquier, vous le faites par rapport à un set de connaissances, par rapport à des pratiques, et ensuite par rapport au retour du diagnostic et des préférences du client. Donc ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de décisions à prendre avant de dire allez vers ci, allez vers ça. Et à la fin, soit c'est le banquier qui prend la décision, on appelle ça la gestion discrétionnaire, soit c'est le client avec le banquier, on appelle ça de l'advisory, soit c'est le client seul et on appelle ça de l'exécution directe. Ces 3 types de mandats ont bien évidemment ensuite des réglementations différentes. Dans le monde européen avec MiFID, dans le monde suisse avec la LSFIN, FIDLEG, il y a donc des règles à suivre.
mais il y a aussi une pratique ensuite. Et ensuite, il y a la volonté du client. Donc, je pense que ce qu'on va voir, c'est que tous ces éléments, effectivement, de décision vont être automatisés totalement. Donc, effectivement, sur des décisions très simples, on va pouvoir utiliser la machine et donc offrir de la customisation de masse parce que ça va être rentable de servir des clients qui sont moins gros, qui prennent des décisions plus atypiques. Et pour la clientèle qui prendrait ensuite des décisions plus complexes, eh bien, l'intelligence artificielle va progressivement rattraper finalement les capacités humaines. Et donc, j'en suis certain, dans les 12 à 24 prochains mois, on va avoir des surprises importantes dans la capacité des logiciels et de l'intelligence artificielle pour venir, on ne veut pas dire challenger le banquier, mais en tout cas lui apporter une aide qu'il n'aurait pas avant. Alors, bien évidemment, on aura toujours la possibilité de le faire à l'ancienne, donc prendre son temps. Mais vous voyez, l'intelligence artificielle permet déjà de nous aider à organiser un voyage de 5 jours. Probablement, l'intelligence artificielle nous aidera aussi à savoir où est-ce qu'il faut aller inviter le client à déjeuner ou à dîner. La vraie question après, c'est à partir de quand on dira au client la décision qui a été prise est une décision qui est rationnelle ou non. Et ça, c'est ce qui se passe typiquement avec un diagnostic lorsque vous avez une maladie en phase terminale, parce qu'on va s'acharner à faire de la chimiothérapie, ou au contraire, on va juste accompagner le malade avec des drogues douces et ce genre de choses. C'est la même chose lorsqu'on prend une décision financière. Finalement, oui, on peut catégoriser ses clients entre des clients advisory, gestion discrétionnaire, avec des risques plus ou moins importants, mais à la fin, c'est en fonction du style de vie du client, en fonction de son besoin en cash, de ses rentrées en cash potentielles, quel est le risque potentiel dans l'investissement qui va être fait. Et ça, bien évidemment, c'est un niveau, un threshold, une barrière, un niveau à décider avec le client. Bien évidemment, l'intelligence artificielle ne peut pas encore prendre ce genre de décision, mais elle y arrivera un jour. C'est évident, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui est très forte dans la prédiction, moins dans la décision, mais à force de comprendre les décisions et les patterns dans lesquels se retrouvent ces différentes décisions, l'intelligence artificielle sera également en capacité de dire il y a 80% de gens qui ont pris cette décision-là, et potentiellement, voici quel a été le résultat de ces 80%. Donc, il faut effectivement plus de data. Il faut aussi de la curiosité, parce que si on n'utilise pas ces outils-là, on ne pourra jamais savoir. Si on a jugé tout de suite sur l'intelligence artificielle en disant bah non, ça ne va pas marcher parce que le côté humain, c'est pour ça qu'on nous paye. Oui, certes, mais aujourd'hui, la technologie permet de faire des bonds en avant dans la qualité du service, et aussi un bond en avant dans la productivité et du coup dans la croissance dans le monde bancaire. On peut se dire, Alexandre, les robots advisory sont déjà là. Qu'est-ce que vous apportez de plus finalement ? Alors, le robot advisor, j'ai démarré en 2014. Donc le robot advisor, on a commencé à en parler en 2015-16. Il y avait déjà des solutions aux États-Unis qui n'ont pas vraiment marché, même 10 ans après. Pour moi, le robot advisor, c'est simplement une jolie interface dans laquelle on va aller choisir un niveau de risque et la machine ensuite va nous dicter un modèle portfolio. C'est pas très intéressant. Je vois pas trop ce que ça apporte. Ça permet de faire ce qu'on appelle en anglais du self-service, donc finalement d'aller choisir par soi-même le type de mandat qu'on veut. Ou avec l'aide de son banquier. Ou avec l'aide de son banquier. Mais ça n'apporte rien d'autre. Donc toute cette histoire de tout le foin qu'on a entendu sur le robot advisor, finalement c'était juste mettre un joli écran avec des petites manettes qui permettaient de choisir avec ou sans son banquier, donc soit en ce qu'on appelle en self-directed, soit en hybride, le bon mandat en fonction de son appétit au risque. J'ai 40 ans, j'ai appris les modèles de risque, les Markowitz, les différentes frontières d'efficience. Si tous ces modèles marchaient bien, eh bien 2008 probablement aurait été très différent. Ça l'a pas été. Et aujourd'hui, bien évidemment, on en revient. On dit, mais si, ça peut être quand même utile pour telle et telle chose. Mais il faut se souvenir qu'en 2009, tout le monde se disait, mais finalement, tout le monde avait basé ses prises de décision sur ce type de modèles, qui d'ailleurs sont les éléments cœur des robots advisors. Après, sur le robot advisor, en étant ancien banquier privé,
j'ai toujours dit, un robot advisor, c'est sympa, mais que fait-on si on doit proposer des investissements à des investisseurs qui sont turcs, qui sont grecs, qui sont italiens? Leur tropisme au risque est totalement différent d'une retraitée qui habite à Zanen. Une retraitée à Zanen, elle va aller investir sur des classes d'actifs qu'elle comprend, qu'elle connaît, etc. Si je vends à une retraitée des investissements dans Hackbank ou True Prash Holding, ce genre d'investissement à une retraitée, pour elle, c'est le risque maximum. Parce qu'il y a un tropisme et elle ne comprend pas. Alors qu'un Turc dira, mais bien sûr, ce sont les plus grosses sociétés en Turquie, oui, il n'y a pas de risque particulier. Donc, il y a ça aussi. C'est dans l'intelligence artificielle et dans ce qui va se passer dans le monde de la banque, c'est comment arrive-t-on à faire découvrir au client des choses que le client n'est pas nécessairement venu chercher. C'est un peu comme sur Netflix. Est-ce que sur Netflix va vous proposer des films dans des genres que vous n'avez pas l'habitude de consommer? Et ça, c'est le plus gros challenge que l'on a dans une entreprise bancaire, qu'on a dans une banque en général, c'est allons-nous prendre le risque de proposer aux clients des choses qu'il ne souhaite pas entendre, qu'il ne souhaite pas voir, qu'il ne connaît pas. Alors, au niveau réglementaire, on a un cadre juridique qui, aujourd'hui, contraint le conseil avec MiFID ou avec FIDLEG, où effectivement, on doit avoir collecté la connaissance du client. Et bien évidemment, si un client n'a jamais investi sur des produits à haut risque, structurés, on ne va pas le faire investir sur des cocos ou du private equity. Certes, maintenant, peut-être que le client aimerait, d'ici quelques années, investir sur cette classe d'actifs parce qu'il a fait fortune, parce qu'il veut se diversifier, etc. Donc, il faut éduquer le client. Et donc là arrive toute une autre étape qui est se dire, finalement, est-ce que le client est prêt à être éduqué? Comment on va l'éduquer? Comment on va le servir? Donc ça, c'est le premier problème. C'est finalement proposer au client des choses qu'il ne veut pas ou qu'il ne connaît pas. Et puis le deuxième problème, c'est la nouvelle génération de clients qui est beaucoup moins sticky, qui est beaucoup moins gluante. La rétention est beaucoup plus difficile. La compétition est internationale. Donc certes, il y a eu des familles qui, dans les années 60, 70, 80, 2000, sont venues en Suisse pour tout un tas de raisons. Les enfants, eux, sont partis vivre en Amérique du Sud, à Dubaï, à Singapour. Et donc, ils ont un prisme qui est complètement différent sur leur prise de décision. Et le niveau bancaire suisse doit donc suivre les fintechs que l'on trouve sur place, le type de service que l'on trouve sur place, la manière de communiquer que l'on trouve sur place. Aux États-Unis, il y a eu toute l'histoire sur WhatsApp et l'utilisation de WhatsApp dans le monde bancaire. Je pense que nous, en Suisse, on n'a pas encore vu le problème. Pourtant, tout le monde en parle là-bas et la SEC a déjà réagi, etc. Mais très peu sont les banques qui, aujourd'hui, en Suisse, ont un outil de communication simple, facile, agréable, convivial, à la WeChat ou à la Telegram ou à la WhatsApp, qui soit audité, auditable et reconnu comme étant un outil convenable. Et ça, c'est un vrai souci. C'est qu'on est encore on est finalement dépendant d'une technologie qu'on n'a pas, c'est une technologie américaine, une technologie chinoise ou plus, qu'on utilise parce que finalement, si on ne l'utilise pas, le client va voir ailleurs. Et la Suisse ne pousse pas encore assez à la créativité de nouveaux acteurs. Alors, il y a des acteurs du chat qui existent en Suisse, même en Romandie, à Genève, mais ils ne sont pas assez poussés, ils ne sont pas assez promus. Et là, je pense que c'est un peu aussi l'objectif de cette émission, c'est de discuter des différentes sociétés et de l'écosystème. Il faut pousser ces entrepreneurs, il faut tester ces solutions, il faut tester le Made in Switzerland. Je pense que c'est aujourd'hui le plus gros challenge. Je ne sais pas si c'est un challenge pour les banques ou un challenge pour les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, s'il n'y a pas de répondant, ils vont finir par voir ailleurs, mais c'est un vrai point comment je veux dire, une vraie importance pour l'écosystème, pour les jobs, c'est d'avoir un écosystème fort avec des sociétés qui sont made in Switzerland, qui sont créées ici, qui sont consommées ici. Moi, je crois beaucoup dans ce que disait
Xavier Niel l'a dit, mais Elon Musk aussi, c'est le Enterprise Shower, c'est Entrepreneur Shower. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre, eh bien, il faut pousser les entreprises. Il faut aider, kickstarter une entreprise. En disant, bah oui, ton produit n'est pas encore là, c'est pas grave. Tu l'as fait en Suisse, tu es dans l'écosystème, je t'aide. Je te prends 1 an d'abonnement, 1 ou 2 licences. Et puis tu viens me montrer où tu en es tous les 3 mois. Alors qu'aujourd'hui, la mentalité, c'est plutôt, ok, tout est fait, tout est beau, tout est carré. Bon, mais alors par rapport aux géants américains, les géants américains, ils l'ont, mais vous ne l'avez pas encore. Bon, vous me l'appelez quand vous avez. D'accord, mais on n'a pas les mêmes capacités de financement, on n'a pas le même terreau, on n'a pas la même quantité de prospects non plus. Tout le monde veut une première expérience, mais personne ne veut vous la donner. C'est souci. c'est le souci. Donc, on a eu la chance, avec Investglass, d'avoir des entrepreneurs banquiers qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, la société, elle est forte de 40 collaborateurs. Mais bien évidemment, sans ces entrepreneurs, ces banquiers entrepreneurs, ça n'aura pas pu marcher. On n'a pas la capacité de financement et l'État qui est présent ne prend pas encore la mesure du raz-de-marée technologique dans lequel on va faire face, aussi bien venant de l'Est que de l'Ouest. Et le tsunami technologique nous arrive déjà et pour réagir à ça et être maître de notre data, il faut pousser les entrepreneurs. Pourquoi, à votre avis, il n'y a pas encore l'importance nécessaire qui est donnée à ces entreprises et l'attention qu'il faut? C'est un mélange peut-être de frilosité. Alors, le gouvernement est très fort pour pousser la recherche. Donc, on a des super universités à Genève, à Zurich, à Saint-Gall, à Lausanne, qui poussent la recherche fondamentale très très loin. Après, lorsque vous rentrez dans l'application de cette recherche, soit vous avez une application fondamentale, et donc c'est une problématique fondamentale, et de gros investissements, on a vu ça en biologie, en médecine, ça marche. Mais en technologie informatique, technologie bancaire encore plus, là par contre ça ne marche pas. Pourquoi ? Je peux difficilement vous dire. Je pense qu'il y a peut-être une réticence déjà du milieu bancaire à l'origine de passer sur des technologies ou tester des technologies qui sont un peu trop innovantes. Parce que peut-être que certains d'entre eux pensent que c'est finalement le fait main, l'artisanat, qui est la valeur ajoutée de leur service. C'est sûr que c'est important, mais aujourd'hui, la clientèle recherche plus de customisation, recherche une customisation individualisée. C'est comme si on fait un diagnostic sur une maladie. Je ne veux pas avoir le même traitement que toutes les autres personnes qui ont vaguement les mêmes symptômes. Je vais avoir le médicament qui a été fait spécifiquement pour moi, en prenant en compte mon ADN. C'est la même chose dans la finance. Si vous voulez aujourd'hui fournir un service ultra individualisé, vous ne pouvez pas économiquement le faire sans intelligence artificielle, sans logiciel bancaire. Et ça, aujourd'hui, la plupart des acteurs de la place, finalement, surfent sur la facilité qui est de se dire les Américains l'ont fait, donc prenons les solutions américaines. Aujourd'hui, sur le territoire suisse, les leaders informatiques bancaires, c'est américains et japonais. Voilà. Donc, il n'y a pas encore de leader. Alors, j'espère qu'on le saura un jour. On travaille dur pour ça, mais on n'a pas de soutien particulier. Comme je vous dis, on n'a pas reçu de baby shower ou de entrepreneur shower dans Investglass. Mais est-ce que les banques ont les reins assez solides ou est-ce qu'elles ont le parc informatique nécessaire pour intégrer ces nouvelles solutions ? Alors, c'est une très bonne question. La question de l'adoption de la technologie, c'est une question qui est assez complexe parce que beaucoup de ces sociétés qui existent depuis longtemps sont gérées un peu comme le métro victorien. C'est une image que j'aime bien. Donc à Londres, vous savez, vous avez le métro de Londres, c'est un métro victorien. Donc c'est une sorte de dédale. Et donc dès que vous voulez faire le moindre travaux, ça coûte des millions, des dizaines de millions parce qu'il faut tout bouger et que ça n'a pas été pensé pour ça. L'informatique, tel qu'il a été fait pendant des dizaines d'années,
c'était pas des ERP qui étaient flexibles, c'était pas des logiciels qui permettaient on appelle ça métaprogramming, qui permettait de faire des constructions un peu comme des Lego, mais c'était des progiciels, c'est-à-dire des logiciels qui sont constitués de manière fixe avec un programme où vous avez un début et une fin. Et donc si le processus change, eh bien, soit vous payez des millions, des dizaines de millions pour faire changer ce processus d'un logiciel qui n'a pas été prévu pour ça, soit simplement vous décommissionnez le logiciel et vous en prenez un autre. Et cette mentalité, cette philosophie de la programmation du logiciel est une philosophie finalement qui est encore très présente dans le milieu bancaire. Malgré certaines velléités ou certains effets d'annonce de grands éditeurs logiciels en disant on va faire des écosystèmes ouverts, etc., c'est pas le cas. Et je peux le dire aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ça fait 10 ans que je fais ça. Dès que vous rentrez au niveau fonctionnel sur une plate-bande d'un des leaders, là tout d'un coup, le marketplace il est fermé pour vous. Donc c'est un signe que effectivement les acteurs existants ne sont pas pro-entrepreneurs. Les banques, c'est compliqué parce que finalement, vous avez un projet, vous faites confiance à votre vendeur aussi. Vous faites confiance à la boîte avec laquelle vous travaillez. Donc difficile de dire, vous savez quoi, vous allez prendre le petit Investglass qui est construit à Genève pour l'intégrer avec votre grosse machine qui est basée à Zurich. Et comment les équipes vont travailler, comment ça va être interconnecté, c'est compliqué. C'est pas quelque chose qui est simple. Après, Uber l'a fait. Revolut l'a fait. Revolut n'a pas recréé toute la technologie. Uber n'a pas envoyé des satellites dans l'espace. Pourtant, Uber est devenu le leader mondial. Revolut est devenu un des leaders mondiaux. Donc, c'est possible en faisant du mash-up ou en ayant une philosophie qui est celle du mash-up. Mais c'est ça la vraie question. C'est est-ce que l'essentiel, c'est de constamment inventer des nouvelles roues ou est-ce qu'on doit simplement répondre efficacement à un besoin qui évolue et apporter de la plus-value ? Alors, c'est comme dans les Lego. Le parallèle avec les Lego, il est génial. Donc, vous savez, il y a deux styles de joueurs. Les Lego, les Playmobil. Il y a deux styles de joueurs. Il y a ceux qui prennent le mode d'emploi du Lego et vont construire parfaitement bien, pièce par pièce, et ils sont tellement heureux parce qu'ils ont reproduit le modèle. Donc il y a une certaine satisfaction de reproduire exactement la même chose que ce que Lego nous a demandé de construire avec les pièces que l'on a achetées. Puis il y a ceux qui disent très bien, je l'ai construit, mais en fait le vrai kiff, c'est de construire ensuite sa version de la Tour Eiffel, sa version de son Star Wars machin. Et ça, c'est une conception qui est totalement différente. Parce que du coup, vous arrivez avec des gens qui veulent un logiciel qui est utilisé, qui est utilisable, qui fonctionne et qui répond à des normes réglementaires, très bien. Et puis d'autres qui vont dire, non, moi je vais aller un petit peu plus loin. Je comprends qu'il y a effectivement toutes ces petites briques de couleurs, mais ces petites briques de couleurs, je vais pouvoir en faire quelque chose d'autre. Et puis il y a ceux qui disent, effectivement, avec ces petites briques de couleurs, je vais en faire quelque chose d'autre, mais il me manque aussi quelques autres petites briques. Et ces petites briques, il faut les inventer. Alors, avec Investglass, on a eu la chance d'avoir des banques qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de créer ces petites briques, qui aujourd'hui sont uniques en Suisse et effectivement permettent de construire des nouveaux modèles bancaires. Donc oui, il faut un petit peu des deux. Voilà. La valeur ajoutée, elle vient dans les petites briques que l'on crée, mais elle vient aussi dans la manière dont on agence les petites briques pour construire le modèle de demain. Alors justement, on va revenir sur Investglass. 2018, les clients privés n'ont pas assez de customisation poussée, propre à leur situation. Vous arrivez, vous vous rendez compte de ça, qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'aventure a débuté en 2014. 2014. Donc 2014, on démarre Investglass. Je pars avec cette idée-là. Je dis, OK, je veux monter la machine qui envoie la bonne information au bon moment, au bon client. C'était mon métier avant. J'étais advisor et banquier dans une banque privée. Donc c'est ce que je savais faire. Quand j'ai démarré, je me suis dit, j'ai juste développé la brique qui permet d'envoyer la bonne information au bon moment, au bon client. Et je me suis dit, naturellement, une fois que la brique est développée, les acteurs de la place seront ravis de connecter avec leurs API la bonne brique. Qu'est-ce qu'une API ? Donc l'API, c'est le petit logiciel qui permet de faire discuter deux applications entre elles.
Okay, donc, mon logiciel dit, par exemple, dis-moi le risque sur ce portefeuille. La machine répond, le risque sur le portefeuille, c'est ça. Sauf que c'est deux applications qui se parlent entre elles. Bon. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'API. Il y a des API aux États-Unis, mais ici, il n'y avait pas d'API. Et tout ce que je recevais, c'était des fichiers plats. C'est des gros fichiers Excel qu'il fallait mapper. Travail terrible parce qu'en plus, il n'y a pas de mode d'emploi. Travail encore plus terrible parce que les gens qui produisaient ces fichiers Excel ne voulaient pas communiquer le mode d'emploi à un nouveau venu. Donc, situation ubuesque. Par où vous commencez ? Vous commencez par le fichier plat, mais il faut comprendre ce que dit le fichier plat, mais en même temps, il faut que votre logiciel, il arrive à interpréter. Donc, une sorte de dialogue de sourds qui a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, du coup, le produit, on a essayé de trouver les acteurs qui pouvaient prendre le produit tel qu'il était. Alors, c'était au début pas mal les gérants indépendants qui étaient très intéressés. On a des clients gérants indépendants, on a une trentaine de gérants indépendants. Mais la plupart des gérants indépendants, eux, ce qu'ils recherchent, c'est la consolidation des comptes, qui est un problème terrible parce qu'effectivement, pour consolider deux choses ensemble, c'est possible, mais il faut un dictionnaire. Et un dictionnaire qui traduit un mot d'un autre. Sauf que ce dictionnaire qui traduit un mot d'un autre n'existe pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, peut-être que ça va être beaucoup plus simple maintenant de traduire un mot à un autre, parce que justement, on va avoir cette prédiction. Mais la finance, c'est pas de la prédiction quand on mappe deux fichiers ensemble. Donc ça a pris quelques années, ça n'a pas été facile. Et puis après, on a commencé à croître avec des clients en France, des clients en Angleterre, des clients à Singapour, des clients à Hong Kong. Mais pas encore des gros clients. C'était plein de petits clients avec plein de petits problèmes. Et on essayait autant que ce soit possible de faire fonctionner un bateau avec finalement plein de petits capitaines qui étaient sur le bateau. Avec toujours la même proposition qui est d'offrir la bonne information customisée à la bonne personne. Voilà. Sauf que mes clients, en fait, s'en fichent. Ce qui les intéressait à l'époque, ces clients, c'était l'agrégation et la consolidation. Alors oui, effectivement, ensuite, une fois que c'est consolidé, de proposer la bonne information au bon moment, ça les intéresse. Mais c'était surtout l'agrégation et la consolidation qu'ils recherchaient avant tout. Pourquoi ? Parce qu'en tant que gérant indépendant, il y avait ce sort de petit jeu qui était de savoir est-ce que finalement le client il a bien été servi, est-ce que le coût du trading est bien ce que le client a payé, enfin, est-ce que le coût de la transaction est bien celle que le client devrait avoir, etc., etc. Donc il y avait tout ce petit jeu en fait dans lequel on est rentré naturellement, mais qui n'était pas l'essence même, la vision d'Investglass, qui était celui vraiment d'automatiser le processus de vente. Donc on n'a pas trouvé un match, et en tant qu'entrepreneur, vous suivez votre vision, mais il y a aussi l'économique de la partie économique de votre boîte, donc il faut que ça tienne. On a essayé de trouver à ce moment-là des investisseurs, on n'a rien trouvé, pour faire de l'automatisation du processus de vente, pas pour faire de l'agrégation de comptes. Et finalement, au bout de quelques années, on a... Pas une fois, mais en tant qu'entrepreneur, ça arrive souvent. On se dit, on va pas y arriver. On finit par y arriver. Ça grossit. Et le tournant vraiment de la société, c'est 2018-2019, avec des très grosses signatures qui nous permettent ensuite d'avancer et développer ces petites briques. Alors, vous me direz pourquoi j'ai pas utilisé ensuite, j'ai pas fait le mash-up de tout ce que je trouvais. Parce que j'aurais pu faire ça. Mais la vérité, c'est que dans le monde de la fintech, le mash-up n'est pas encore aussi simple que ça. Très peu de fintech sont enclins à totalement ouvrir les portes de leur API. Et moi, je suis ravi d'accueillir des partenaires fintech. Alors, on travaille avec des core banking systems, on travaille avec des ledgers, on travaille avec des émetteurs de cartes, des outils de reconnaissance faciale, etc. Mais dans cette valse entre deux fintech, c'est généralement toujours Investglass, c'est toujours notre équipe qui fait le premier pas. En hard-codant certains types d'API pour que ça soit plus simple pour nos clients, en analysant avant qu'eux nous analysent. Donc, malgré tous ces événements fintech qui ont pu avoir lieu, à la fin, vous devez être le premier à donner ou le premier à tendre la main. C'est ce que je me suis toujours appliqué à faire. Et ça a marché en 2018-2019. On a commencé à avoir des clients qui nous ont fait confiance parce que c'était notre vision du monde de la fintech et du monde bancaire. C'est-à-dire, c'est pas vous nous payez et on développe, c'est vous nous payez progressivement, on développe.
ou vous nous payez une fois qu'on a développé. Et donc, c'est la même approche, toutes choses étant égales par ailleurs, d'Elon Musk avec les fusées. Plutôt que d'avoir un chèque en blanc et d'envoyer un chèque en blanc pour que Boeing développe les prochaines fusées et que ça coûte des milliards, c'est le Congrès a dit non, on va vous sponsoriser, mais par étapes. Donc étape 1, étape 2, étape 3. Alors c'est un vrai risque en tant qu'entrepreneur, c'est que sur 3 étapes, c'est qu'il se passe plein de choses, des forces majeures entre l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Nous, on a eu une force majeure, mais heureusement, on a survécu à ça, c'était Covid. Parce que finalement, l'aventure a vraiment démarré pour nous juste au moment où Covid a démarré. Et donc, au moment où Covid a démarré, on a des gros clients qui signent. On doit donc recruter des nouvelles personnes. Donc, c'est très difficile de recruter des gens à distance, que vous ne pouvez techniquement pas voir en plus. Il faut monter l'équipe, il ne faut pas se démotiver. Comme je vous dis, j'ai la chance d'avoir 2 petites filles, donc je me retrouve à Carouge avec ma femme et mes enfants à la maison. Et puis les enfants, ils étaient jeunes, donc c'était plein d'expériences sympathiques. Conférences, call super important. Ma fille qui boule, papa pipi. Désolé, je vous mets sur mute, je reviens. Mais c'est la réalité. Je pense que et je l'ai vu aussi par rapport au premier RFP qu'on a eu en 2016 ou 2015-2016, les premiers calls, etc. Les interactions avec le monde bancaire en tant qu'entrepreneur fintech, les interactions sont devenues beaucoup plus fluides et naturelles, beaucoup plus humaines. Peut-être parce que avant, effectivement, c'était des gros mastodontes qui étaient là et vous parliez jamais, c'est sûr, à la personne qui avait créé la société, ça c'est sûr, mais vous parliez même pas probablement à l'équipe, vous allez parler à un intégrateur de ce gros logiciel américain, mais jamais au collaborateur du logiciel américain. Peut-être la première fois, au milieu et à la fin, mais c'est tout. Donc c'est une vision qui est différente. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y a un changement de mentalité. Les directions des banques aussi, elles rajeunissent. Elles sont curieuses, et je le vois par rapport à Investdas. Aujourd'hui, les gens avec qui je discute sont des gens qui oscillent entre la jeune trentaine à la cinquantaine. Quand j'ai démarré Investdas, j'avais 30 ans, j'ai discuté avec des gens qui en avaient 60. Donc j'ai discuté avec des gens qui avaient le double de mon âge. Et j'allais les voir et je leur disais, écoutez, on va développer un CRM cloud. Et ils démarraient la réunion en disant, moi, dans cette banque, jamais je n'utiliserai ce logiciel. Imaginez-vous pour un entrepreneur qui a 30 ans qui dit ok, c'est ma direction, c'est ma vie, c'est ma vision, je sais qu'on va aller là. C'était très difficile, surtout que la personne qui est en face de vous, il a déjà réussi sa vie professionnelle. Et vous arrivez en disant bah écoutez, c'est ma seconde fois en tant qu'entrepreneur et j'ai vraiment l'impression que ça marche. Donc juste tendez-moi, même pas toute la main, mais juste le bout des doigts et on va le construire ensemble. Ouais. Il y a quelqu'un qui joue sa vie et quelqu'un qui la termine prochainement. C'est ça. Maintenant, la créativité, je pense que si vous avez les moyens, le temps et la créativité et bien évidemment ensuite l'écho des clients derrière, le retour des clients et puis ensuite l'écho des clients et ensuite des entrepreneurs qui disent oui, mais en fait, on croit dans cette vision-là, à ce moment-là, on peut croire ensemble. Parce qu'à la fin, un logiciel, c'est un logiciel. Ce qui est important, c'est le customer journey et donc l'expérience de construction. Parce que finalement, quand on construit, on ne peut pas construire avec un plan qui est tout fait, tout parfaitement bien agencé. C'est pas possible. Si on fait ça, on démarre jamais. Donc il y a une partie d'inconnu. Alors parfois c'est excitant, parfois c'est frustrant. Mais c'est ça aussi qui va permettre de créer une fameuse nouvelle brique et qui explique pourquoi un simple mash-up, ça ne peut pas nécessairement marcher. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si on regarde sur les gros écosystèmes bancaires américains, suisses ou anglais, très peu d'écosystèmes ont réussi. Les seuls écosystèmes finalement qui existent aujourd'hui, ce sont ceux des écosystèmes où vous avez des groupes financiers qui rachètent les fintechs les unes après les autres. Il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, il y en a en France. Donc il y en a dans c'est les 3 gros, il y en a 3 gros. Et c'est ces écosystèmes-là qui finalement sont en train de phagocyter toutes ces startups dès qu'elles ont atteint un seuil de valo entre
on va dire entre 10 à 50 millions. Au-dessus, elles sont trop chères pour eux. Mais pourtant, c'est généralement au-dessus que ça commence à être des vrais success stories qui prouvent qu'elles changent quelque chose dans l'industrie. Et du coup, ça phagocyte aussi la créativité. Mais ça permet de gagner des parts de marché, ça permet potentiellement ensuite de créer des nouveaux mashups, des nouvelles constructions. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. L'écosystème pur, pour l'instant, très peu ont réussi, à mon avis. Par contre, le rachat dans des conglomérats financiers, on voit ça fonctionne. Après, la rentabilité, c'est encore un autre problème. Mais la rentabilité et des retours qu'on a actuellement sur ces gros groupes financiers, très peu de gros groupes financiers sont en mesure ensuite de créer des synergies, simplement parce que c'est très difficile de dire de décommissionner une partie de l'équipe IT et la remplacer par une autre équipe IT. Donc il y a une sorte de guerre en interne de qui est le plus intelligent, qui est le plus rapide, qui généralement finit par être une guerre soit de rentabilité, soit une guerre d'ego, mais pas une guerre de créativité. Donc, en résumé, 2014, vous lancez InvestGlass. 2019, vous avez des gros contrats. Qu'est-ce qui se passe après ? Après, on travaille dur. Ouais. Très dur. Après, c'est Covid. Ouais. Donc, alors, personnellement, je suis d'une nature très, très joviale. J'aime beaucoup sortir. J'aime beaucoup rencontrer des gens. J'aime beaucoup voyager. Et donc, c'est une période qui était parfaite parce que finalement, j'étais très concentré sur ma mission qui était de livrer nos clients. InvestGlass, jusqu'en 2018, c'était une petite solution satisfaisante pour un petit broker ou un petit gérant indépendant. Aujourd'hui, nos clients ont entre 50 à 200 postes. Ce n'est pas du tout la même envergure de passer d'une clientèle avec 2-3 postes à une clientèle à 200 postes. Ce qui veut dire que la petite solution informatique, on a dû la blinder dans tous les sens. Et on a dû surtout changer notre façon de penser. Et ça, c'était le gros challenge du tournant de 2018. Justement, qu'est-ce que vous proposez exactement aujourd'hui ? Donc, InvestGlass, c'est un outil d'automatisation de la vente. Donc, pour automatiser la vente ou le compliance, qui est un autre sujet, mais en fait, qui a beaucoup de similarités avec la vente, pour automatiser ces processus, il vous faut un certain nombre d'outils, un certain nombre de briques. Une première brique qu'on appelle le digital onboarding, donc qui permet d'acquérir des informations dans des questionnaires électroniques. Donc, le client, pour le nouveau client, on est d'accord. Donc, le prospect. Il arrive, voilà. Il va mettre typiquement nom, prénom, email. Une fois qu'il a rempli ces informations... Pour ouvrir un compte. Voilà. Mais ouvrir un compte avec nos clients bancaires, c'est pas simplement nom, prénom, email, pas comme ça Revolut. Vous avez 5, 10, 15, 20, 40, 100 documents légaux à remplir. Ça va depuis un formulaire A, un formulaire K, un CRS, un FATCA. Je vous parle tout le jargon, mais voilà, un grand nombre de formulaires. Ce que nous, on a créé, c'est avec cette brique-là, c'est un logiciel qui permet de digitaliser, de rendre numérique tous les contrats légaux avec la logique légale qui est à l'intérieur. La logique légale, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont obligatoires, il y a des questions qui sont des questions qui débouchent sur des réponses à points, il y a des questions qui apparaissent en fonction de certaines réponses, il y a des signatures électroniques qu'il faut consigner. Donc, toute cette structure de l'onboarding a été développée justement pendant cette période Covid. Ça, c'est la première brique, la brique qui est en fait celle de l'acquisition. Ensuite, on a la brique CRM. Le CRM InvestGlass, en 2018, c'était un CRM fixe. Qu'est-ce que c'est un CRM ? Donc, le CRM, c'est le logiciel de la gestion client. Donc, avant 2018, on avait un logiciel qui était conçu pour un gérant indépendant anglais ou un gérant indépendant suisse, un broker suisse ou un broker anglais. C'est-à-dire que si vous aviez un prospect allemand ou un prospect français, il ne pouvait rien faire d'InvestGlass. Ce n'était pas dans la bonne langue, ce n'était pas les bonnes questions, ce n'était pas les bonnes informations que vous collectiez du client. Donc là, on a, pendant cette période-là, déconstruit totalement le système pour le rendre complètement flexible. On appelle ça un data lake. Donc, vous avez votre CRM de votre logiciel déjà existant dans votre core banking system et vous simplement le téléverser, le décharger dans InvestGlass. Et InvestGlass va être le miroir du logiciel que vous avez, quel que soit le logiciel que vous avez. Ça, c'est le cœur déjà, c'est la problématique numéro 1. Ensuite, arrivent des problématiques de communication, mais ça, c'est sur un autre produit. Le troisième produit, c'est le PMS. Portfolio Management System.
Là aussi, InvestGlass, avant 2018, c'est un logiciel qui allait récupérer des flux de banques dépositaires qui, tant bien que mal, essayaient de représenter position transaction. Après 2018, le logiciel s'est transformé pour être le miroir de Core Banking System. Et donc, beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de sophisticité et surtout, à l'intérieur, le moteur qui permet de faire ce qu'on appelle en français la transparisation, la conformité bancaire dans le monde MiFID et dans le monde FIDLEG. Ça veut dire quoi en français ? Ça veut dire permettre, en fonction des informations qui sont collectées dans le CRM, savoir est-ce qu'on peut proposer un produit ou non à un client. Donc la customisation, la personnalisation commence à ce moment-là. Exactement. Parce que la banque ne peut pas proposer n'importe quel type de produit à n'importe qui. Donc, c'est comme si vous avez des allergies, vous allez voir votre docteur va vous dire est-ce que vous êtes allergique, vous êtes cardiaque, et en fonction de ça, il va vous prescrire différents types de médicaments. C'est la même chose pour un banquier. Un banquier, lorsque vous ouvrez un compte, donc avec cette première brique de digitalisation, va vous poser les questions, est-ce que vous pouvez aller sur telle classe d'actifs, est-ce que vous aimez tel type de risque, quel est votre besoin en financement, en cash. Ces informations sont rentrées dans InvestGlass, collectées dans le CRM, et c'est ensuite dans le PMS, le troisième outil, où la machine va vous dire « Attention, ce produit-là, il ne devrait pas être là. Attention, ce produit-là peut être intéressant pour le client. Attention, ce client a trop de produits comme ci ou trop de produits comme ça. » C'était vraiment le rêve de début d'InvestGlass qui devenait réalité en fait en 2018. C'est-à-dire, à partir de 2018, avec l'injection de ces couches de suitability, d'appropriateness, donc de conformité de l'investissement, InvestGlass apportait enfin la bonne décision au bon moment, au bon client. Bien sûr, le bon client, c'est un client bancaire. Pourquoi ? Parce qu'on avait la possibilité de collecter l'information, la possibilité d'enregistrer l'information et la possibilité ensuite de voir ce qu'il y avait dans le portefeuille pour pouvoir procéder à des manipulations, des propositions. On prend un exemple illustratif de toutes ces différentes étapes. Je suis la banque. J'ai la première partie qui m'aide à repérer mes clients, prospects. Oui. Donc, je suis une banque, je cherche des clients, je les ai trouvés. Et une fois que je les ai trouvés, je leur envoie le lien pour qu'ils puissent faire l'inscription, donc les prospects, pour qu'ils puissent ouvrir le compte en ligne et que les questions auxquelles ils répondent se font automatiquement. Enfin, se facilite en tout cas pour gagner du temps, de l'énergie, un casse-tête, etc., etc. Une fois que le compte a été ouvert, est-ce qu'il y a aussi une due diligence qui est faite automatiquement ou pas ? Est-ce que la personne qui va ouvrir son compte, la banque a déjà une recherche automatique qui se fait sur elle ? Alors, la banque généralement fait... Ça dépend de quel type de banque on parle. Dans nos clients en banque de détail, généralement, il n'y a pas de recherche préalable. Vous venez comme vous êtes. Et ensuite, ils acquièrent l'information et ils vous filtrent et ils vous mettent dans des cases. Dans la banque privée, c'est un monde un peu différent. Donc, généralement, il y a une analyse qui va être faite en amont parce qu'effectivement, si cette personne a une exposition politique dans un pays où vous ne voulez pas être exposé, vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour aller rencontrer cette personne. Donc, c'est une démarche qui est différente, mais c'est toujours la même chose. La première étape, c'est une étape d'acquisition d'un prospect. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la découverte. Donc, effectivement, la découverte, elle peut être plus ou moins longue en fonction de la taille du client, parce que si c'est un petit client qui ouvre un compte de dépôt, un compte tout bête pour avoir une carte bleue, vous n'avez pas besoin de passer des heures à discuter avec cette personne-là. Donc, la découverte va être, comme vous avez dit, directement sur le site Internet. Après, la découverte peut être encore faite en physique. Et ça qui est intéressant avec la techno qu'on a, c'est que on transporte l'expérience digitale ensuite sur la tablette. Donc, en tant que banquier, vous pouvez aller chez votre client ou le client peut venir chez vous et vous allez lui faire découvrir soit les solutions d'investissement, soit les dizaines de formulaires que vous allez devoir lui faire remplir de manière, on va dire, digitale et agréable. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Onboarding, deuxième étape, traitement de l'information, et puis troisième étape, proposition d'investissement. Donc traitement de l'information, ça veut dire que toutes les informations du client qui ont été entrées avec les réponses qui sont sorties des formulaires, etc., sont transmises chez InvestGlass ou chez InvestGlass. Ensuite, on peut avoir effectivement des appels à des API tierces pour faire des vérifications sur la personne. Donc, on fait ce qu'on appelle des KYC ou des KYB, donc Know Your Customer, Know Your Business. On peut également faire ce qu'on appelle des KYT, donc ça, c'est au niveau de la transaction. Donc, en amont, vous pouvez regarder le type de transactions qui sont effectuées par une typologie de clientèle pour dire oui, je vous prends, je ne vous prends pas.
Pour analyser ces flux-là, généralement, on a des partenaires qui vont analyser l'existence d'une adresse, par exemple. On ferait ça en France. On va aller utiliser l'API d'Engie pour voir si effectivement une personne est bien là où il dit qu'elle habite. On va aller vérifier un passeport avec des gens comme Onfido, comme Creda, Ciotti, vérifier le code qu'on appelle le MRZ sur le passeport pour voir si effectivement il n'a pas été falsifié. Donc il y a tout un tas de tests en KYC et dans KYC. Et puis après, on va utiliser d'autres prestataires pour le KYB, par exemple Polixis Hardis qui est basé ici à Genève, pour vérifier qui sont les actionnaires d'une société. Est-ce que ces actionnaires ou ces membres du board sont eux-mêmes PEP et potentiellement recherchés, donc poseraient des problèmes. Donc on utilise les meilleurs fintechs qu'on va les connecter. Et puis les tendances changent. Quand on a démarré, tout le monde parlait de WorldCheck. Aujourd'hui, on travaille énormément avec SumSub. Donc on monte énormément de sociétés qui sont des brokers ou d'asset managers en crypto. Toutes ces sociétés travaillent avec SumSub. Donc typiquement, nous, en tant que solution InvestGlass, qu'a-t-on fait ? On n'a pas dit on va vous laisser utiliser un pont avec Zapier, etc. Vous allez vous débrouiller. Non, on a carrément hard-codé dans InvestGlass SumSub. Donc vous n'avez plus qu'à aller chercher un token chez SumSub. Vous prenez InvestGlass avec votre carte bleue, vous prenez SumSub avec votre carte bleue et vous faites tout end-to-end depuis l'onboarding jusqu'au KYC avec une carte bleue. Et ça, c'est génial parce qu'il n'y a plus de programmation, tout est automatisé. Alors oui, il faut quand même créer votre formulaire, oui, il faut quand même aller sur les sites et récupérer les tokens, mais une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre onboarding. Et ça, c'est génial. Ça change complètement l'approche pour les sociétés qui souhaitent faire un onboarding après qui soit très sophistiqué. Lorsque l'onboarding est beaucoup plus simple, généralement, il y a des SDK qui existent chez des partenaires comme SumSub, comme Onfido, et dans ce cas-là, vous pouvez vous satisfaire d'un SDK comme ça pour construire un onboarding d'une néobanque, par exemple. Mais dès que vous rentrez dans le monde de la banque détail ou la banque privée, ça ne suffit pas. Et là, à ce moment-là, on a la solution qui se connecte. Voilà. Donc ça, c'est les 3 briques. Il reste encore la brique de l'automatisation. Donc ça, c'est une brique qui n'existait pas avant, qui permet d'automatiser tous les flux, parce qu'effectivement, en fonction de la typologie de clientèle que vous avez, vous allez vouloir demander des informations complémentaires. Donc pour demander des informations complémentaires, vous n'allez pas avoir une personne qui va traiter ces informations. Si une personne, finalement, coche la case PEP, mais vous voulez quand même prendre cette personne, InvestGlass va les détecter avec l'automatisation qu'elle est PEP et envoyer automatiquement un email individualisé avec le bon formulaire à la bonne personne. Et comment on fait ça ? Parce qu'on a le formulaire et parce qu'on a le CRM. Et dans le CRM, on a les outils d'envoi email. Et avec l'automatisation, ça l'envoie automatiquement. Après, l'étape d'après, c'est pas l'automatisation, mais c'est ce qu'on appelle les approval process, donc les circuits d'approbation. Donc là, c'est une sorte de semi-automatique, c'est-à-dire que effectivement, j'ai vu que la personne était un PEP, mais pour l'accepter, j'ai besoin de demander à mon supérieur. J'ai un pack d'ouverture de compte qui est prêt, et je vais demander à mon chef d'équipe, puis ensuite au chef du private banking, puis ensuite, par exemple, au board. Pour collecter toutes ces signatures, plutôt que de faire des va-et-vient d'emails ou faire des meetings, en fait, on appelle ça, on a généralement toutes les banques qui ont des board meetings qui sont spécifiquement dédiés à l'ouverture de compte. Vous utilisez le système d'approbation qui permet à chaque personne de dire oui ou de dire non et ensuite de passer à l'étape d'après. Et ça, le système est très sophistiqué, même plus sophistiqué que nos concurrents américains, avec des systèmes en série et en parallèle, ce qui permet de faire travailler plusieurs équipes en même temps. Voilà, et pas être à la chaîne pour la prise de décision. Ça, c'est le 4e outil, automatisation. Et le 5e outil, c'est le portail client. Le portail client qui permet de partager les propositions d'investissement, la vision des portefeuilles, les news, les vidéos, les agendas, enfin de faire vivre en fait la banque digitale dans une plateforme qui est totalement customisable. Donc on a 5 produits et il y a un petit 6e qui est en train d'arriver, qui est l'intelligence artificielle, qui va permettre d'automatiser tout un tas de processus, tout un tas de décisions, de prédictions, grâce à ces 5 outils. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle va venir au-dessus de ces 5 outils. C'est pas que les 5 outils sont idiots, mais c'est juste qu'ils ont été construits selon des réglementations qui sont les réglementations bancaires. Donc ce sont des cadres juridiques, il n'y a pas d'interprétation
du cadre juridique. C'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de gris. C'est blanc ou noir, il n'y a pas gris. L'intelligence artificielle permet de donner des prédictions et c'est ça qui va donner une richesse, on va dire un volume, une surface plus intéressante pour les advisors et les banquiers. Faites-nous rêver. Donnez-nous des exemples. Donc l'intelligence artificielle, typiquement, aujourd'hui, si je suis un advisor ou un banquier, je fais ma revue de portefeuille avec InvestGlass, la machine va me dire tel portefeuille a tel type de risque. C'est factuel. Une CVAR, un max drawdown, suitability, appropriateness, concentration, ce sont des métriques que tous les banquiers connaissent, qui sont les métriques que l'on trouve dans toute la zone européenne. Est-ce que les robots advisors font la même chose? Ils donnent les mêmes informations? Non, parce que les robots advisors, en fait, vous biaisent depuis le début. D'accord. Alors probablement, mes amis de Descartes diraient que c'est pas le cas, mais c'est quand même un peu le cas. C'est-à-dire que le robot advisor vous donne une fausse impression que c'est du sur-mesure. Parce qu'en fait, il est fait selon les critères que le client a lui-même mis dès le début. Donc du coup, il va vous donner l'information selon vos critères. En fait, c'est un peu comme si vous allez acheter vous savez, maintenant il y a les boissons taïwanaises là, vous choisissez vos Jello Beans. Bubble tea. Voilà, c'est un peu comme si vous prenez vos bubble tea, ok, et finalement, il y a un nombre de choix limité sur le bubble tea. Sauf qu'en réalité, si vous êtes dans un bubble tea, ce qui est très difficile quand c'est la première fois que vous venez d'aller voir chez un bubble tea, c'est qu'il y a trop de choix. Alors, Starbucks est à niveau 1, Bubble Tea c'est à niveau 50. C'est-à-dire que vous avez tellement de choix entre le goût, les couleurs, les formes, etc., la taille, c'est extraordinaire. C'est de la customisation de masse. Un robot advisor n'est pas une customisation de masse. Un robot advisor est un onboarding facilité avec généralement entre 5 à peut-être 7 types de mandats, de profils différents. Mais c'est tout. En fait, finalement, ce que vous allez avoir, c'est de la pure théorie de portefeuille appliquée à un robot advisor. Alors il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Des gens qui diront mais non, mais pas du tout, le robot advisor c'est l'alpha et l'oméga. La vérité c'est qu'aujourd'hui je ne sais pas où ils sont les gens qui ont réussi dans ce modèle. Je ne sais pas. Ils ne sont pas aux États-Unis, ils ne sont pas en France, ils ne sont pas en Angleterre, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Alors, et aujourd'hui, finalement, c'est quoi la différence entre faire un onboarding dans une banque privée ou faire un robot advisor? Concrètement, c'est pour la gestion discrétionnaire, hein, c'est más o menos la même chose. Ça va être le même type de risque et de toute façon, c'est codifié par la loi. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix dans la créativité. Et c'est pour ça que, typiquement, des plateformes dans le financement participatif, dans le crowdfunding, ont réussi. Par exemple, nos amis de chez Raisers ont très bien réussi pour trouver justement des alternatives à la gestion traditionnelle, parce qu'effectivement, ça ne peut pas être mis dans un mandat traditionnel, mais par contre, effectivement, ça n'a pas trop de risques et ça permet d'aller sur une classe d'actifs différente qui est celle de l'immobilier. Bon. Mais un mandat d'advisor robot advisor, ils sont tous pareils. Enfin, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai. Après, alors pour revenir à ce que va faire l'intelligence artificielle, parce que je me suis un peu écarté, pour revenir à ce que fait l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, ce qu'elle va permettre, c'est d'accélérer les processus de recommandation. Ça ne va pas nécessairement accélérer la prise de décision. Par contre, il y a tellement de métriques dans le choix d'une proposition d'investissement que je mets à défi n'importe quel advisor de Romandie, de Suisse, d'être plus performant qu'une machine. Ce n'est pas possible. Je le disais il y a 10 ans, sauf qu'il y a 10 ans, la machine n'était pas là. Aujourd'hui, la machine est là et en plus, on est aidé par ChatGPT pour les clients qui le veulent. Ce n'est pas possible d'aller plus vite, de faire mieux. Alors oui, la machine ne verra pas tout. Oui, l'intelligence artificielle est biaisée. Mais l'humain aussi est biaisé, en fait. L'humain aussi va avoir un prisme et sa vision du marché qui va dépendre de son humeur du jour, qui va dépendre du fait qu'il a lu un papier, qu'il a une information qui va peut-être être une information privilégiée. Ça, la machine ne l'aura pas. Mais la machine va fluidifier la prédiction. Après, la prise de décision restera du côté humain. En tout cas, je pense, sur les quelques prochaines années, jusqu'à ce qu'on ait assez d'informations, assez de retours sur les prises de décision, assez de retours sur l'effet de la prise de décision, ce qu'on appelle du reinforcement learning. Et avec ce reinforcement learning, eh bien, oui, un banquier sera à même de faire des propositions hyper individualisées, donc vraiment de la mass customization, à un coût très abordable,
en utilisant la machine et en utilisant l'intelligence artificielle. Mais est-ce que la proposition qui va être faite, elle sera faite aussi selon des critères? Je reviens toujours sur le robot advisory parce que c'est un peu le modèle que je connais, mais est-ce que la proposition de portefeuille que l'intelligence artificielle va vous faire va prendre certains critères ou vraiment, comme on pourrait imaginer avec le robot advisor, ou pas du tout, elle va simplement aller piocher les informations et puis vous donner ce qu'elle estime être le mieux? Comment ça fonctionne? Alors, le robot advisor, généralement, ce sont des circuits qui sont préconstruits. Donc, on va avoir un set de questions, et suite à ces sets de questions, on a un portefeuille. Il vous donne une réponse. Voilà. Donc, la valeur ajoutée, elle est 0. Donc, en fait, ça n'apporte rien. Alors, après, on peut mettre des jolies vidéos, des jolies couleurs, on a l'impression de faire partie d'une communauté. D'ailleurs, en fait, c'est qu'elle vous donne la réponse que vous voulez entendre, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et le plus gros souci qu'ont les banques ou n'importe quel banquier ou n'importe quel magasin d'ailleurs, c'est comment proposer au client un produit qu'il ne connaît pas, comment proposer à un client un produit qui n'est pas venu acheter, comment proposer à un client un produit qu'il ne veut pas acheter. Et ces questions-là, ce sont des questions qui sont très difficiles et dans le monde bancaire qui sont encore plus difficiles. Parce que maintenant que les clients bougent d'une banque à une autre banque plus facilement, c'est très difficile de se dire ce client-là, je vais être un peu original avec lui proposer quelque chose qu'il n'est pas vraiment venu chercher. Le robot advisor a un questionnaire qui est construit. On ne va pas changer ce questionnaire-là. On peut le changer, mais ça a des implications. L'interface humaine restera toujours intéressante parce que justement, ça permet de donner une expérience autre que digitale. C'était quoi la question? Mais est-ce qu'on peut imaginer que finalement, le robot advisor ou l'intelligence artificielle, chacune répond à des besoins différents des clients et en fait, c'est des types de clients ou à des types de moments d'investissement. Ça veut dire que quand le marché va bien et que tout va bien et puis que j'ai un profil plutôt sécure, le robot advisor me va très bien. Ou éventuellement, si je suis à un moment où je veux diversifier, je vais plutôt utiliser l'intelligence artificielle qui va me proposer des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Ou alors, à l'inverse, quand le marché va vraiment très mal et que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait a plus ou moins marché et que j'aimerais vraiment révolutionner pendant que ça ne va pas, je vais plutôt utiliser l'intelligence artificielle. Enfin, est-ce qu'on pourrait schématiser ça comme ça et dire plutôt que voilà, il y a différentes manières de faire et qu'elles répondent à différents types de clients? Tout à fait. Alors, c'est le défi de la banque de détail et la banque privée. C'est ce qu'on appelle le context awareness. Le context awareness, c'est comprendre dans quelle situation fiscale, financière, psychologique, entrepreneuriale se trouve l'investisseur. C'est le challenge, c'est le défi numéro 1 de la banque. Comprendre le context awareness et le rendre économiquement viable, c'est le plus gros défi qu'a la banque aujourd'hui. L'intelligence artificielle ne répond pas au context awareness. L'intelligence artificielle permet juste de fournir de manière plus rapide la substance pour répondre à des contextes awareness qui sont différents. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, un client peut voir vert et le lendemain, il voit orange. Et puis le surlendemain, il voit bleu. Sauf que si le client n'a pas un modèle où vous pouvez lui proposer du sur-mesure pour les 3 couleurs, vous faites comment? Vous ne faites pas. Ou bien vous dites, vous savez quoi, cher client, vous avez 10 millions, en fait chez nous c'est à partir de 50 maintenant. Donc allez voir ailleurs. Et ça, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans certaines banques de la place. C'est certaines banques de la place qui n'ont pas encore trouvé justement leur modèle de mass customization et donc se retrouvent à se dire on va prendre des clients de plus en plus gros. Et les petits, vous faites comme vous pouvez. C'est un signe justement. Pour moi, c'est un signe d'échec. Certaines grosses banques qui ne veulent plus prendre des comptes en dessous de 10 ou en dessous de 50 millions, en dessous de 100 millions. C'est un signe, pour moi, c'est plus un signe d'échec qu'un signe de choix stratégique intelligent. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas su ou pas pu adapter avec des ressources humaines un contexte awareness qui varie et donc derrière fournir les bonnes solutions informatiques et fournir la bonne substance, la connaissance pour ça. On n'est plus capable à un moment donné de répondre à des besoins d'une niche de clients. Ou bien, c'est juste, ou bien sinon on fait l'inverse, c'est qu'on démarre
avec cette niche-là. Donc typiquement, on voit ça beaucoup au Canada, aux États-Unis, on commence à voir ça aussi en Europe, c'est-à-dire qu'on va faire la néobanque LGBTQ+, le gérant indépendant pour les catholiques pratiquants, la néobanque islamique, on va aller prendre des niches où, franchement, et qui tapent à la porte d'une vase glace pour créer des néobanques, on en a une quasiment par semaine. Donc j'ai toutes les thématiques de context awareness possibles. Et c'est passionnant parce qu'en fait, il rentre dans le même piège que le piège dans lequel est tombé le robo-advisor du plus grand broker suisse, qui est sur la côte lémanique. C'est le même piège. Quand ils ont monté leur robo-advisor, c'était un super outil, mais c'était un outil qui, techniquement et au niveau de l'aspect visuel, correspondait à une niche de clients qui est le mâle alpha, qui a entre 30 à 50 ans, qui fait un peu de trading et qui s'est planté, mais qui a un peu d'argent et qui va le mettre au robo-advisor. Voilà. Et je me souviendrai toujours de cette conversation que j'ai eue avec le CEO. Je lui ai dit, mais il est génial ton robo-advisor, mais est-ce que vous allez faire un modèle rose, un modèle vert, Il m'a regardé, un modèle rose, un modèle vert. Mais je lui ai dit, mais oui, parce que la clientèle, elle veut avoir une approche différente. On entend aussi... à Genève, il y a les gérants indépendants qui sont spécialisés pour une clientèle d'entrepreneurs femmes. Bah, oui, mais je ne vois pas pourquoi une autre banque ne pourrait pas avoir ce réseau d'entrepreneurs. Je veux dire, alors oui, c'est une niche, c'est un contexte, et ce contexte peut changer. Mais après, on peut être dans ce contexte-là et puis changer de contexte. Donc après, se pose vraiment la question de comment on fait pour faire le suivi. Et ça, je pense que toutes les banques de la place le savent. La génération qui suit a un contexte qui est différent, a une façon d'appréhender l'information qui est différente et a certainement moins de patience que la génération d'avant. Donc les alphas, les Gen Z, les millennials, les Gen X, etc. Ont une façon différente de consommer l'information, ont une représentation de l'éthos, une représentation du respect de l'autre qui va être différent, du service qui est différent. Et donc il faut savoir adapter. Et c'est pas simplement une adaptation à feed leg ou une adaptation de sa grille tarifaire. C'est ou de dire maintenant on va accepter les bitcoins dans la banque. C'est un peu plus que ça, je pense. C'est un shift culturel qui doit se faire. Oui. Clairement. Ouais. Et on a la chance d'avoir à Genève, à Zurich, en Suisse, une infrastructure qui est très solide. Maintenant, il y a des choix technologiques qui vont devoir se faire parce qu'effectivement, sinon, ça va être un raz-de-marée entre la technologie qui vient de l'Est et la technologie qui vient de l'Ouest. Et des décisions qui vont être très difficiles à prendre parce que je pense qu'on va être de plus en plus dans une nouvelle polarisation du monde. On est en train de le voir avec ce qui se passe avec les différents conflits. Et la technologie est au cœur de tout ça. Alors aujourd'hui, la technologie du CRM l'est pas encore. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'elle n'est pas encore. Mais en réalité, pour ceux qui connaissent les problématiques de la technologie et les conflits technologiques, il y a la fameuse histoire de Microsoft qui avait ses emails hébergés en Irlande. Le FBI avait demandé à Microsoft la perquisition de ces emails. Microsoft dit non, mes emails sont en Irlande, je ne peux pas vous les donner, je ne peux pas vous donner accès à ces emails. Les Américains ont sorti une nouvelle réglementation pour ça, le Cloud Act, qui vient renforcer le Patriot Act, qui permettait déjà, pour des raisons de terrorisme, d'aller saisir l'information. Là, c'est juste à des fins commerciales. Donc effectivement, aujourd'hui, toutes les banques qui tournent sur des solutions japonaises, américaines, chinoises, et pas des solutions suisses, seront confrontées dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, à des grosses crises, parce qu'effectivement, elles sont avec des solutions qui ne sont pas des solutions souveraines. L'intelligence artificielle, d'ailleurs, c'est un gros sujet que j'ai avec mes clients sur où est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on l'utilise, parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est quasi gratuite quand on l'utilise des systèmes américains ou chinois. Donc, est-ce qu'on va se mettre à dépenser des dizaines et des centaines de millions dans la Confédération ou à Genève ou à Lausanne ou dans le canton de Vaud pour développer de nouvelles intelligences artificielles? La bagarre est déjà perdue, en fait. La vraie question, c'est après comment je fais pour
utiliser de l'intelligence artificielle sans que l'intelligence artificielle sache qui a posé la question. Alors, il y a des technologies qui existent. D'ailleurs, je ne sais pas si Nîmes, qui est à Neuchâtel, utilise cette technologie pour brouiller le signal. Ce serait intéressant de leur demander. Mais c'est la vraie question. C'est aujourd'hui comment je fais en tant que banquier suisse pour être économiquement scalable, quel que soit mon segment. Que je sois sur un segment de banque de détail, que je sois un gérant indépendant, que je sois un banque de détail, que je sois un broker, que je vends des produits structurés, que je sois un banquier privé ou un banquier d'affaires, que je sois dans le private equity, comment je fais aujourd'hui pour être scalable sur mon business? Et comment je fais pour utiliser les bons outils et l'intelligence artificielle? Et survivre aux prochaines attentes des nouvelles générations auxquelles je ne suis absolument pas préparé aujourd'hui. Qui en veulent toujours plus. Et ce qui est normal. Ils veulent plus de customisation. Parce qu'on est simplement dans une société individualistique, donc l'individu étant le paroxysme, le selfie étant le paroxysme de ce qu'on doit faire pour être une personne qui existe dans cette société, et bien évidemment vous devez avoir du coup la communication, la proposition d'investissement qui suit cette individualisation. On revient sur cet aspect du futur. On est en plein dans le sujet et votre sujet est difficilement abordable sans cette question. Quelles sont les tendances que vous avez remarquées aujourd'hui sur le marché financier? À l'heure actuelle, vers quoi on va? Je vais vous donner un point de vue non technologique peut-être pour démarrer. Donc sur la partie purement fonds d'investissement, il y a des nouvelles structures de fonds qui vont apparaître enfin en Suisse, qui j'espère vont permettre aux asset managers de reprendre des parts de marché face au marché luxembourgeois, au marché caïman, au marché irlandais. Ça, c'est purement dans l'asset management. Donc on va, j'espère, voir une renaissance de l'asset management. À quel niveau? Grâce à ces nouvelles structures de fonds. Parce qu'en fait, beaucoup de fonds sont partis s'installer au Luxembourg, sont partis s'installer en Irlande, parce que la structuration était plus simple, parce que l'écosystème est plus simple. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très bien pour l'industrie. Ensuite, il y a l'industrie de la banque de détail, l'industrie de la banque privée. La banque de détail continue à aller très bien. On a malheureusement quelques banques qui ont quelques soucis. Donc, il y a des flux qui partent à gauche et à droite. Mais je pense que la banque de détail se modernise avec des meilleurs onboarding, avec des robots advisors cette fois-ci. Pas simplement que dans l'investissement. Il peut également avoir de l'onboarding pour la partie du prêt. Prêt à la consommation, prêt immobilier. Et là, il y a des créativités aussi au niveau des fintechs qui sont assez intéressantes, qui se branchent dans ces banques de détail. Et pour la banque privée, le banquier suisse va devoir voyager plus que jamais parce que les nouvelles frontières qui sont l'Amérique du Sud, que sont le marché GCC ou l'Afrique, il faut aller les chercher. Donc il faut se déplacer, il faut les rencontrer. Et donc, ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment, finalement, avec ces tensions géopolitiques, parce que finalement, les tensions géopolitiques nous vont aller de manière croissante, la Suisse va potentiellement en bénéficier. Et on en a déjà bénéficié dans le passé. Donc, est-ce qu'elle va en bénéficier à nouveau? Ça, c'est la grande question. Et la réponse n'est pas évidente. Parce qu'il y a eu les États-Unis, parce qu'il y a eu la Russie, et donc tout ce qui s'en est suivi avec les fermetures de comptes, les comptes gelés, les KYC qu'il fallait changer. La prise de décision, qui est une prise de décision à la fois réglementaire et géopolitique, va être très intéressante, et il y a certainement des banques qui vont prendre des décisions que d'autres banques ne prendront jamais. Parce que l'actionnariat, il est chinois, parce que l'actionnariat, il est arabe, parce que l'actionnariat, il est français, parce que l'actionnariat, il est anglais. Les décisions vont se prendre différemment, d'une banque à une autre banque, et donc elles vont aller vers des niches qui sont différentes, avec des contextes qui sont différents. Contrairement à la plupart des banques qui, avant, je pense, ces banques privées avaient une clientèle qui était assez, finalement, je vais dire homogène, mais il y avait une certaine proximité déjà avec les pays européens, ou bien avec, en fonction des tendances, la clientèle argentine, puis la clientèle américaine, puis après la clientèle. Et donc il y avait ces différentes vagues qui sont arrivées les unes après les autres. Là, il va y avoir certainement des nouvelles vagues qui vont apparaître. Et ça va être probablement une source d'opportunité, je pense, pour les banques privées en Suisse. Est-ce que ce n'est pas des vagues plutôt liées à l'âge qu'à l'origine? Il y a les deux facteurs. Alors, il y a deux facteurs. Je suis au courant d'une néobanque qui va bientôt voir le jour, qui a pour objectif justement d'aller sur des niches de pays dans lesquels on n'irait pas,
et sur des types de clientèle où on n'irait pas non plus. C'est-à-dire ? Des pays qui sont compliqués, Inde, Pakistan, les Émirats, certains pays africains, avec des montants sous gestion inférieurs à 500 000, voire même inférieurs à 250 000 francs suisses. C'est un super pari, il y a une néobanque qui est en train de se créer là-dessus. C'est vraiment une niche très très particulière et qui va vraiment dans une direction totalement opposée de ce que font les grosses banques privées américaines basées à Genève. C'est l'opposé de l'opposé. Est-ce que le modèle est périn? Est-ce que le modèle peut survivre? Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, il n'y a pas de néobanques qui ont, selon mes critères, réussi en Europe. Il y a des néobanques qui font du chiffre d'affaires. Mais la profitabilité des néobanques est remise en question partout sur la planète, et en particulier en Europe. Les néobanques, la plupart ne publient pas leur bilan de manière publique, malgré des centaines, des milliers d'actionnaires pour certaines. Donc il y a peu de transparence. Le modèle ne fonctionne pas. Donc voilà, les seules néobanques qui fonctionnent actuellement, on en voit en France et en Angleterre, ce sont les néobanques qui sont spécialisées dans le monde corporate. Donc effectivement, qui émettent des flottes de cartes, qui font de la gestion des paies, de la gestion pourquoi pas, on parlait de robo-advisor, donc on a la PERP et le PERCO, donc les plans employés en France. Donc là, effectivement, il y a des robo-advisors de néobanques qui sont spécialisés là-dedans, qui fonctionnent. Mais l'individu même, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et c'est très compliqué parce que derrière, c'est un logiciel et que le logiciel a été formaté d'une certaine manière. Et donc, quand vous avez une clientèle, ça c'est l'image que l'on a en banque de détail, quand vous faites un KYC, vous avez la clientèle verte, la clientèle orange et la clientèle rouge. Les verts, il n'y a pas de problème. C'est le boulanger à Carouge, sa famille habite à Champel, il n'y a pas de problème. L'orange, c'est le Suisse qui habite à Annecy, qui travaille dans une boîte de trading et qui passe son temps à voyager et qui a sa maison secondaire à l'île Maurice. Et le rouge, je ne vous fais pas la picture parce qu'après, sinon, tout le monde va dire « Ah, c'est voilà, mes étiquettes », mais là, c'est le client qui va poser un problème. Pour traiter ces trois couleurs, il faut mettre en place des automatisations. Ces automatisations de KYC, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Si vous vous plantez, vous risquez d'avoir des amendes. Donc, effectivement, il y a des banques qui disent « Mais moi, je ne vais pas me concentrer sur toutes ces niches. Je vais me concentrer que sur les verts ou que sur les... » Là, en l'occurrence, cette nouvelle néobanque que sur les rouges. Et essayer de trouver un processus sur les rouges qui va être scalable. Moi, je dis bonne chance. Tout est possible. Mais à la fin... c'est une histoire de profitabilité et de durabilité. Donc, si aujourd'hui, on a des banques privées en Suisse qui sont là depuis 60 ans, 100 ans, 200 ans, il y a une raison. 200 ans, ça commence à faire... c'est énorme. Je veux dire, c'est des parallèles avec des sociétés comme Saint-Gobain ou ce genre de sociétés qui existent parce qu'elles ont été décidées par des rois pendant l'Ancien Régime. Donc, alors que là, ce ne sont pas des rois pendant l'Ancien Régime, ce sont des familles d'entrepreneurs, d'actionnaires qui ont su gérer leur société. Donc, c'est très difficile parce qu'en même temps, apporter de la nouvelle technologie à des gens qui finalement ont survécu pendant 50, 60 ans, 200 ans, et leur dire, vous savez quoi, là, il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle vague pour eux? Est-ce que ça va vraiment changer? Après, je pense qu'il faut parler dans leurs termes. Et leurs termes, aujourd'hui, c'est effectivement l'efficacité opérationnelle. C'est la première chose. Quand vous ouvrez un compte, en combien de jours un compte s'ouvre? C'est la métrique, moi, que j'adore. Vous prenez l'ouverture de compte dans une néobanque, ça se fait en minutes ou en heures. Dans une banque de détail, ça se fait, on ne peut pas dire en semaines, mais ça se fait en quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois. Dans une banque privée, vous êtes entre généralement la semaine à plusieurs mois ou jamais. Avec la solution qu'on a développée, et on a vu les chiffres avec les banques qui utilisent Investors actuellement, on est passé de quelques semaines à quelques mois à quelques jours ou à quelques semaines.
pour la même complexité. Et ça, c'est lié justement à la manière dont le logiciel est construit, qui n'est pas un logiciel avec finalement, comme on a vu tout à l'heure l'image du Lego, avec le château qu'on a construit et on ne peut pas le changer. C'est un Lego où effectivement, vous pouvez construire ce château-là, mais vous pouvez aussi le déconstruire pour construire un autre château après. Et ça, c'est ça la puissance aujourd'hui du logiciel InvestGlass. C'est la capacité justement de suivre l'évolution informatique de la banque. C'est la volonté qu'on a depuis le début, c'est vraiment la philosophie d'InvestGlass, c'est se dire on veut venir uniquement si on est considéré comme le bon prix et la meilleure solution au niveau informatique. Si ce n'est pas le cas, ma mission en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver le partenaire FinTech qui sera au meilleur prix et plus performant. Bien évidemment, ça ne nous empêche pas, nous aussi, de suivre notre route. Bon, après, notre route fonctionnelle, elle existe déjà. Maintenant, on a les 5 produits dont je vous ai parlé. Et donc, ces 5 produits-là, il ne va pas y en avoir 10. Il y en a 5, il y en a peut-être un nouveau qui va arriver, c'est une surprise, en plus de l'intelligence artificielle, donc un 7e. Mais il n'y a pas une roadmap qui non plus va faire peur à nos partenaires FinTech. Parce qu'il faut aussi se le dire honnêtement, quand moi j'ai démarré InvestGlass, c'était un tout petit produit. Il n'y avait pas un CRM, un PMS, un système d'ouverture de compte, etc. Parce que la plupart de mes concurrents aujourd'hui n'ont pas. Mes concurrents, ils ont un PMS, ils ont un CRM, ils n'ont pas l'onboarding. Ils ont un PMS, ils ont le portail, mais ils n'ont pas les automatisations. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir pris le temps, d'avoir créé, et c'est quand même 9 ans, en 9 ans, d'avoir créé tous ces outils-là. C'est super. C'est super pour la place genevoise, c'est super pour la banque privée et la banque de détail en Suisse. Maintenant, effectivement, notre garantie, c'est que la machine va évoluer à travers les différentes réglementations. Le produit, comme un caméléon, change de couleur. C'est comme du slime, ça change de forme. Comme des Lego, vous pouvez les empiler. Alors bien sûr, il faut que ça puisse s'empiler. Donc ça veut dire que les gens avec qui vous travaillez, il faut qu'ils acceptent aussi que vous puissiez empiler les briques. Et ça, c'est une richesse qui est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que nos concurrents ne veulent pas faire ça. Nos concurrents, s'il y a un gros gâteau, ils veulent prendre tout le gâteau. Moi, j'arrive, je prends la part de gâteau qu'on m'a accordée. Si effectivement, il y a des morceaux de gâteau qui apparaissent et on me dit finalement, prends ce morceau de gâteau-là, je le prendrai aussi. Mais je ne vais pas couvrir le terrain. Et la plupart des banques privées, les banques de détail en Suisse aujourd'hui, elles souffrent de quoi ? Elles souffrent d'éditeurs de logiciels qui n'avaient pas la bonne philosophie, qui n'avaient pas la philosophie du mashup. Et quand je vous parle du mashup, le mashup, moi je me souviens, quand j'ai fait ma première boîte, c'était en 2008, on parlait déjà du mashup. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Le mashup, c'est ce que Uber a fait. Le mashup d'Uber, c'est la techno de Stripe, ce qu'on appelle l'ACH, l'Automatic Clearing House, avec du PHP, avec le système GPS américain. Ils ont mis les 3 ensemble, ça géolocalise les chauffeurs, ça permet de faire des paiements automatiques, ça permet aux clients ensuite de commander sans avoir à attendre et de voir en plus où est le chauffeur sur la carte. Le MVP, il était là, il était fait, le Minimum Viable Product, il était là. Ils ont fait un mashup. Et aujourd'hui, la banque, je pense, la banque privée qui va comprendre, heureusement, on a avec les banques privées qui sont clients d'InvestGlass, qui l'ont compris, qui adhèrent à cette vision, mais toutes les autres, je les invite à réagir maintenant. Aujourd'hui, une licence d'InvestGlass, ce qui équipe aujourd'hui les banques privées à Genève, en Angleterre ou dans le Golfe, c'est une licence que vous pouvez acheter avec une carte bleue pour 300 francs par mois. 300 francs par mois. Après, il y a des gens qui vont me dire « Non, mais 300 francs par mois, c'est pas réaliste, c'est pas vrai. » Ceux qui comprennent tout ce que j'ai raconté, dire « Mais tu devrais augmenter tes prix. » Mais non, je vais pas augmenter mes prix. C'est comme si vous dites à EasyJet, tu sais, c'est trop cool. Franchement, tu devrais vendre tes billets d'avion le même prix qu'un avion, un jet privé que tu fais pour faire Paris-Le Bourget. Non. Non, c'est pas possible. Le modèle économique, aujourd'hui, il est en compétition face à des gens américains, face à des géants japonais. Alors, on peut continuer à essayer de vendre du luxe dans le logiciel informatique, bancaire, mais je ne crois pas dans ce modèle-là. Je pense que le modèle qui est sain, c'est un modèle qui est bien construit, qui est modulable, à un prix attractif, qui permet aux acteurs de la place,
pas simplement d'être les premiers en Suisse, qui permet aux acteurs de la place d'être les premiers dans le monde. Et pour ça, ça passe par la qualité humaine des banquiers, qui est indéniable, qui sont formés, qui ont de l'empathie, qui ont de l'entre-gens, qui savent comment ça fonctionne, qu'on envoie aux quatre coins du monde. Ça passe par une réglementation qui, je pense, est devenue plus réaliste, notamment dans les cryptos, grâce à Uli Maurer, qui a impulsé des grandes modernités. Et puis là, maintenant, on le voit dans l'asset management. Donc, je pense que ça suit, en espérant qu'on ne soit pas trop européen pour protéger également la data en Suisse, comme il faut. Et puis, sur la partie informatique, bien sûr, notre rêve, c'est qu'il y ait de l'invest partout. Donc, on est là pour ça, pour promouvoir un modèle qui est modulable, customisable, à un prix attractif. Alors, c'est une discussion très riche avec beaucoup d'aspects. Qu'est-ce qu'on pourrait finalement retenir de toute cette discussion ? Les conseils et les points à retenir pour un futur plus périn de la place. Alors, le futur périn de la place, c'est faire confiance aux entrepreneurs. Donner la chance aux entrepreneurs. Tendez la main. Il faut organiser des baby showers, des entrepreneurs showers. Vous avez un nouvel entrepreneur dans le monde fintech, prenez-lui une licence. Prenez-lui 2 licences. Prenez un contrat annuel. Vous testez les applications. Envoyez vos équipes sur le terrain, testez une application de Forex cross-border, de reconnaissance faciale, de robo-advisor. Testez. Je pense que c'est ça la première recommandation. N'ayez pas peur de la technologie. De toute façon, la technologie, quand elle arrivera et qu'elle sera vraiment bien, elle sera tellement bien que vous en douterez même pas qu'il y avait une technologie derrière. C'est ça qui est génial avec les technologies. C'est quand elle est tellement bien faite qu'elle devient naturelle. Et c'est pour ça que je pense que tout banquier à Genève, d'abord je les invite à venir nous rencontrer chez Investglass, mais je vous invite à tester les technologies, tester les onboarding chez les différents prestataires de néobanques. Regardez comment c'est construit. Ensuite, il faut consommer suisse. Je pense que c'est super important. On ne le dit pas assez souvent. Il faut consommer suisse. C'est le côté chauvin. Il faut d'abord consommer du logiciel suisse, des prestations suisses, pour qu'on ait en Suisse des solutions qui permettent de protéger dans un cadre juridique suisse la data de vos clients. La souveraineté suisse, c'est très important. Ce n'est pas une souveraineté européenne, c'est une souveraineté suisse. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, c'est l'intelligence artificielle. N'ayez pas peur. Elle va arriver de toute façon. Elle est déjà là, en fait, on ne s'en rend pas compte. La nouvelle intelligence artificielle qui arrive, c'est une intelligence artificielle qui va prédire tout un tas de tâches. Et la plupart des tâches que l'on fait aujourd'hui seront totalement sans aucune valeur ajoutée. Donc, soyez prêts parce que ça va arriver. On peut pas dire non à l'intelligence artificielle, c'est naturel. Préparez-vous, préparez vos équipes, réfléchissez à la valeur ajoutée que la banque pourrait avoir une fois que l'intelligence artificielle sera utilisée dans votre société. Je pense que c'est la même évolution que l'évolution qu'on a eue dans les années 50 lorsque on est passé 50, 60, ça continue, mais lorsqu'on est passé de guichetier avec les distributeurs automatiques de billets, puis lorsqu'on est passé de la criée au trading électronique, puis on est passé de la gestion de portefeuille discrétionnaire à l'ETF, on l'oublie souvent celui-là, mais l'ETF a fait énormément de mal à la gestion discrétionnaire, et on est passé ensuite dans le monde des CFD, du spread bet, dans un nouveau type de monde, du pari financier. Et puis là, maintenant, on est en train de passer de la banque à la néobanque. Et maintenant, on est en train de passer du conseiller à l'intelligence artificielle. Encore une fois, oui, il y a encore des guichets. Et peut-être que les guichets vont redevenir à la mode. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a plus de cash. Donc c'est un peu compliqué. La gestion discrétionnaire, oui, c'est intéressant, ça restera. Mais c'est quand même très pratique d'acheter un ETF. La néobanque, bien sûr, après les gens me diront, ça ne sert à rien, les gens veulent avoir... Oui, mais les modèles vont subsister, vont coexister. C'est comme l'histoire d'Amazon. Il y a des shopping shops Amazon aujourd'hui.
Alors que Amazon, c'est l'antithèse du shop brick and mortar. Bon, la banque, je suis certain qu'à un moment, les banques reviendront en disant, on est banque privée, oui, mais on a une agence spécifique banque privée. On est une banque de détail, oui, mais on a une expérience spécifique pour tel type de niche. C'est évident. Maintenant, il y a une chose qui est évidente, c'est que l'intelligence artificielle et le context awareness va bouleverser la banque privée et la banque de détail dans les 12 prochains mois. Certaines banques vont l'adopter, d'autres banques ne vont pas l'adopter. Certaines banques vont l'adopter et il y aura des ratés. Ceux qui ne l'auront pas adopté diront toujours la même chose. Vous avez vu ? Il faut le réglementer. Et ça va se réglementer. Et ça sera beaucoup plus important, beaucoup plus efficace. Et puis c'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. L'intelligence artificielle prendra le dessus. On aura des métriques de travail qui seront différentes. Spirituelles, conceptuelles. Mais la prise de décision sur la prédiction se fera par l'intelligence artificielle. Elle se fait déjà par la réglementation, mais elle se fera en plus par l'intelligence artificielle. Et la prise de décision se fera de plus en plus par l'intelligence artificielle. Ça peut pour une raison qui est très simple. On est tous des fainéants. Et si on peut avoir la machine qui fait notre travail, on est généralement content. Un conseil qu'on peut donner à une fintech. Alors, le premier conseil qu'on peut donner à une fintech, d'abord, c'est appeler InvestGlass, m'appeler. Je suis toujours ravi de les accueillir. Vu que j'ai vécu maintenant dans ce monde de fintech pendant un certain nombre d'années, je suis ravi de partager mon expérience. Deuxième conseil, c'est le cash burn. Je pense que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire ? Le cash burn, c'est la vélocité, la vitesse à laquelle on brûle son cash. Je pense que c'est la métrique numéro 1 de toute startup fintech. Le troisième conseil, c'est la réglementation. J'ai planté ma première boîte parce que j'ai hedgé une réglementation qui n'est jamais arrivée comme je pensais qu'elle arriverait. Donc, la réglementation est beaucoup plus lente que la technologie. Donc, toujours s'inscrire dans un cadre réglementaire pour faire une technologie. Pourquoi pas faire de la R&D pour une technologie qui va arriver, enfin pour une réglementation qui va arriver, mais voilà. Ça, c'est mes 3 conseils. Donc, le premier, venir nous voir. Le deuxième, faire attention à son cash. Et le troisième, faire attention à la réglementation avant tout. Après, bien évidemment, les détracteurs me disent, si on écoute ça, dans ce cas-là, on n'aurait jamais monté un FTX. On n'aurait jamais monté une plateforme de crypto. D'accord, certes. Mais c'est à chacun ensuite de prendre sa décision. Ça, l'intelligence artificielle ne peut pas décider à votre place quel type de risque en tant qu'entrepreneur vous souhaitez prendre. Mais il y a de nombreuses choses qui apparaissent. Après, il faut faire attention à certains des effets de bord très importants. Typiquement, le Buy Now, Pay Later, qui est une technologie dont on parle énormément. Des centaines de millions ont été engloutis dans cette techno. Et Apple va sortir sa propre solution. Sauf que tout le monde a un téléphone Android ou Apple. Donc concrètement, tous ceux qui ont développé du soft Buy Now, Pay Later vont se retrouver en compétition face à une des plus grosses banques mondiales, Apple. C'est ça le défi de la fintech, c'est qu'il faut être dans une niche qui marche bien. Et ensuite, si vous n'êtes pas dans une niche, c'est un plus gros marché, vous avez la pression des infras qui peuvent venir rapidement sur votre plate-bande. Voilà les conseils que je donnerais à tout entrepreneur fintech. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, la Suisse est un très bon endroit pour venir s'installer en tant qu'entrepreneur. Certes, il y a moins de gens qui prennent peut-être de risques qu'en Californie ou en Chine, mais c'est un milieu qui est très propice aussi au développement. Alexandre Gaillard, merci beaucoup pour cette belle discussion. On vous retrouve personnellement sur vos réseaux et sur investglass.com. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de parler avec nous et partager avec nous toutes ces belles choses. On espère vous retrouver bientôt sur notre émission et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.